Aujourd'hui, on voit les différences entre le Wilks et les IPF Points. Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre? Ça reste à voir. Avant toute chose, sachez que je ne suis ni mathématicienne, ni statisticienne, mais je vais tout de même tenter de vous expliquer du mieux que je peux, bien sûr à partir de mes recherches, les différences entre le Wilks et les IPF Points. Si vous faites du powerlifting, j'imagine que vous savez de quoi je parle. Mais bon, les IPF Points ont récemment pris la place du Wilks dans les compétitions IPF, mais en somme, leur objectif est tous deux d'apporter une formule permettant de comparer les leveurs entre eux, malgré les différences de poids corporel, mais aussi de déterminer les meilleurs leveurs d'une compétition, toutes catégories confondues. Le Wilks a beaucoup été critiqué dans les dernières années et je vais vous expliquer les grandes lignes via ce tableau. Grosso modo, les lignes bleues représentent le pourcentage de leveurs dans les différentes catégories de poids, où clairement la classe des 83 kg et celle des 93 dominent en termes du nombre de leveurs. Par contre, ces catégories n'ont pas une ligne rouge aussi élevée que les classes supérieures, soit les 120 et les 120+. En fait, ces lignes rouges représentent le nombre de leveurs classés parmi le top, soit tous ceux qui sont dans le 5% des meilleurs athlètes. Ce qu'on remarque alors ici, c'est que dans les catégories 120 et 120+, il y a beaucoup de top athlètes selon le Wilks, mais pourtant peu d'athlètes en général dans la catégorie, d'où le faible taux de corrélation et la critique de cette formule. Bref, tout ça pour dire qu'on entend souvent que le Wilks favorise les gros leveurs. Faut dire aussi que la formule n'est pas récente non plus et qu'on blâme souvent son coefficient comme étant dépassé. Les calculs initiaux ont été faits en 1984 et répétés en 1995, si je ne me trompe pas. Lorsqu'elle a été mise en place, il n'y avait pas autant de leveurs dans les catégories supérieures, soit 120+, et la moyenne de leur poids corporel n'était pas aussi élevée, ce qui peut affecter les résultats aujourd'hui si on ne tient pas compte de ces données. Le phénomène est similaire chez les femmes, mais chez les plus petites catégories de poids. Bref, une formule de comparaison se doit d'être renouvelée, ce qui n'est pas le cas avec le Wilks. Et c'est là que les IPF Points font leur entrée. Mais est-ce vraiment mieux? Sachez que je n'ai pas abordé la formule mathématique du Wilks simplement pour sa complexité. La formule IPF, si je peux me permettre, va comme suit. Un leveur moyen dans sa catégorie va donc scorer 500 points. Voici un exemple plus concret au bench press dans la catégorie des 105 kg où la moyenne est de 143,29 et la déviation de 28,69. Un athlète exécutant une performance de 175 kg aurait alors un score de 610,52 points au bench press, ce qui le placerait au rang percentile 86,55 et donc lui donnerait une performance supérieure à 86,55% des athlètes de sa catégorie. À noter aussi qu'il n'y a pas de distinction parmi les catégories d'âge. Parmi les avantages de cette formule, on retrouve le très grand nombre de données et la possibilité de les actualiser. La formule est également adaptée selon si l'athlète compétitionne classique ou équipé. Par contre, je me demande si vraiment il est nécessaire de prendre les données d'athlètes de tous les niveaux, comme c'est le cas avec la formule, ou si on ne pourrait pas simplement se baser sur l'élite et se comparer à eux. Aussi, même si la formule a été mise sur pied à titre de comparaison, je ne crois pas qu'on puisse vraiment se comparer entre hommes et femmes. Les femmes ont clairement un avantage avec cette nouvelle formule. Chose certaine, la corrélation entre le nombre d'athlètes d'une catégorie et le nombre de top athlètes parmi cette même catégorie semble beaucoup plus optimale que le Wilks. Et définitivement, les grosses catégories de poids chez les hommes vont payer un peu. On n'a qu'à utiliser l'exemple de Ray Williams, qui est passé du 2e rang toutes catégories confondues au 97e rang à l'instauration des IPF Points. C'est assez étonnant comme différence. Par contre, je veux quand même mettre en valeur ici le fait que peu importe la formule de comparaison employée, ça reste une façon d'évaluer la force relative, soit la force par rapport au poids corporel. Cependant, on ne pourrait pas simplement diviser la charge soulevée par le poids corporel car ça dénierait la biologie de l'humain. Par exemple, on ne peut pas comparer un squat de 3 fois le poids du corps chez les 59 kg versus chez les 93 kg. Dans la réalité, ce ne serait pas une représentation d'un cas de force relative égale, même si oui, ce serait sur papier. Un squat de 600 livres chez les 205 livres de poids corporel est beaucoup plus impressionnant qu'un squat de 390 livres chez les 130 livres, selon toujours la biologie humaine. Mais si on retourne à nos super heavyweights, il faut admettre que leur pourcentage de gras tend à être supérieur à la moyenne des autres catégories, ce qui naturellement devrait faire descendre leur force relative. La masse adipeuse ne permet pas d'augmenter la force relative, au contraire, elle la fait descendre. Et ces gros bonhommes sont déjà les kings de la force absolue.
Doivent-ils être nécessairement les tops de la force relative? Sans rien leur enlever, je ne crois pas. Bref, les IPF points ne sont sûrement pas parfaits, mais le Wilks ne l'était pas non plus. Ça m'amène à me questionner sur à quel point avons-nous besoin d'une formule pour se comparer, en plus de notre propre catégorie. J'imagine que c'est dans la nature humaine, et c'est correct au fond, mais je crois que l'erreur à faire est de sortir l'excuse que telle ou telle formule n'est pas bonne et d'utiliser plutôt celle qui nous avantage le plus pour se comparer aux autres. Rendu là, j'imagine que la personne en question va devoir retravailler son estime. Car peu importe ce qu'on dit, le changement est fait. Les IPF points ont pris la place du Wilks, alors peu importe ce que tu en penses, je te conseille de te concentrer sur ce que tu peux faire pour devenir un meilleur athlète, point. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Spotify et YouTube.